L'outback australien abrite certaines des espèces les plus dangereuses connues de l'homme. Mais même Steve Irwin n'a jamais vu une chose pareille. Ces gens ne se doutent pas qu'ils sont actuellement traqués par un kangourou mort-vivant et qu'il est sur le point de transformer la ville entière en un véritable terrain de chasse. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le kangourou zombie dans Rippy. Ce kangourou est sur le point de se livrer à une véritable folie meurtrière. Quelque part dans la brousse australienne, deux campeurs installent leur tente au bord d'une rivière polluée. On pourrait croire à une après-midi paisible, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que la tente est couverte de sang et qu'il y a à l'intérieur deux campeurs morts qui ont déjà été déchiquetés. Ça fait donc 2 morts et il en reste 11. Mais c'est ce qui les a tués qui est le plus étrange. C'est Rippy, un kangourou mort-vivant de 2 mètres de haut qui s'apprête à se livrer à un carnage comme l'Outback n'en a jamais connu. Le lendemain matin, le shérif Maddie est en patrouille dans la petite ville d'Axe Head. Elle essaie d'être à la hauteur en mémoire de son père, qui est mort en lui sauvant la vie quand elle était enfant. Le shérif pense qu'il serait fier de voir qu'elle assure la sécurité de la ville, mais aujourd'hui, tout est sur le point de changer. Dans sa propriété à la périphérie de la ville, Schmitty, un ivrogne local, est en train de pratiquer une chasse plutôt décontractée en peignoir de bain. Ils avancent à tâtons dans les bois jusqu'à ce qu'ils entendent l'un de ses pièges sonores se déclencher et que son chien Ralph commence à s'affoler devant quelque chose dans les arbres. Lui disant de surveiller ses arrières, l'homme prend son arme et commence à se rapprocher de la source du bruit, remarquant une odeur dégoûtante dans l'air au fur et à mesure qu'il se rapproche. Quand il pense l'avoir trouvé, d'autres bruits se font entendre tout autour de lui, jusqu'à ce que tout à coup, la créature l'attaque par derrière. Il lui tire une balle dans la poitrine, mais il a beau tirer, la créature ne veut pas mourir. Tout ce qu'il peut faire, c'est la repousser jusqu'à ce qu'elle finisse par prendre son chien, puis s'enfuit dans les bois. Ok, alors que je pensais avoir tout vu, voilà qu'un putain de kangourou zombie sème la terreur dans une ville. Maintenant, je vous parie un oignon frit que ce marsupial meurtrier n'a pas fini de faire parler de lui. Alors il va nous falloir un plan pour la prochaine fois qu'il pointera le bout de son nez. Le kangourou roux est en fait le plus grand marsupial de la planète et un des animaux les plus puissants du continent australien. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m et peser environ 90 kg. Ce qui les rend aussi intimidants qu'une personne de grande taille, mais avec la force et l'agilité incroyables que seul un animal sauvage peut avoir. Leur caractéristique la plus connue est leur puissante paire de pattes arrière, qu'ils peuvent utiliser à la fois pour le combat et la mobilité. Il faut savoir que ces pattes leur permettent de parcourir plus de 7,60 m en un seul bond, et d'atteindre une vitesse de plus de 80 km/h sur de courtes distances. Mais ne vous fiez pas non plus à leur queue. Elle est pleine de muscles, ce qui la rend aussi forte qu'une 3e jambe. Au combat, ils peuvent la balancer comme une massue ou se pencher en arrière avec tout le poids de leur corps, ce qui leur permet de donner un coup dévastateur à 2 pattes. En fait, un kangourou de la taille de Rippy peut frapper avec une force de plus de 450 kg en un seul coup de patte. Ça veut dire que c'est comme se faire frapper de plein fouet par une voiture roulant à 45 km/h. Et comme si ça ne suffisait pas, ces 2 pattes sont munies de griffes acérées et pointues qui peuvent vous lacérer la peau. Ouais. Maintenant, aussi sculpté soit-il, un tir de fusil de chasse devrait suffire amplement à en venir à bout. Le problème, c'est que Rippy n'est pas un kangourou ordinaire. C'est un kangourou zombie, ce qui ajoute un élément supplémentaire à l'affaire, mais nous y reviendrons dans une minute. Bon, en temps normal, un kangourou n'attaquerait jamais un humain à moins de se sentir menacé. Mais les kangourous mâles sont également très territoriaux, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n'attaquent les gens que dans la forêt et ne se rendent pas directement en ville. En fait, l'infection qui l'a transformé en zombie a dû le rendre plus agressif et l'amener à attaquer quiconque pénètre dans son territoire. C'est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui se trouvent dans cette zone, mais tant que vous restez près du centre de la ville, où il y a un grand nombre de boucliers de viande, tout devrait bien se passer. Et comme tout bon zombie, nous avons vu qu'une balle dans le corps n'a pas suffi à l'abattre, ce qui veut probablement dire une seule chose. La prochaine fois, il faudra viser la tête. En ville, le shérif Maddie arrête le fermier local pour lui demander en plaisantant quand elle aura ses œufs. Elle est devenue l'amie de presque tout le monde dans le voisinage, mais il y a un gars qui est constamment un emmerdeur. Juste à temps, Schmitty arrive en ville à toute vitesse dans sa grosse camionnette Volkswagen et il est pressé de raconter au shérif ce qui s'est passé dans sa ferme. Il se précipite vers elle et lui explique ce qu'il a vu. Il raconte qu'un énorme kangourou maléfique l'a attaqué et qu'il s'est enfui avec son chien. Il est convaincu qu'il y a quelque chose de surnaturel et lui raconte qu'il a tiré sur le kangourou et qu'il n'a eu aucune réaction. Maddie ne peut pas se fier à un mot de ce qu'il dit et elle se laisse distraire quand elle entend une agitation venant du saloon de la ville.
Elle se précipite à l'intérieur et découvre ces deux imbéciles, Parker et Ricky, en train de se battre à coups de poing après avoir trop bu. Ils sont sur le point de transformer l'endroit en un véritable combat de cage, jusqu'à ce que Maddie et leur patron Dave interviennent pour mettre fin à l'affrontement. Ces crétins s'en tirent à bon compte, jusqu'à ce que l'un d'eux fasse une remarque grossière au shérif, et elle décide de leur donner une leçon en les expulsant tous les deux du bar. Elle demande aux propriétaires de doubler leur facture et leur retire leurs clés de voiture pour qu'ils ne puissent pas conduire, les obligeant à rentrer à pied et à dessouler. Au moins, elle est assez gentille pour leur donner une lampe de poche et les laisser partir avec un avertissement. Mais ce que personne ne réalise, c'est que c'est la dernière fois qu'ils les verront en vie. En sortant, elle raconte à la propriétaire Donna que Schmitty a raconté des histoires abracadabrantes à propos d'un kangourou géant. Cette dernière est son ex-femme. Et Maddie ne veut pas la contrarier, mais elles semblent toutes les deux penser qu'il s'agit simplement d'une autre de ses histoires habituelles. La nuit est tombée et les deux jeunes rentrent chez eux à pied, sans se douter qu'ils sont observés. L'un d'eux s'arrête pour faire une blague à son pote, prétendant que le shérif lui a donné son numéro, avant de lui faire un doigt d'honneur quand il sort la main de sa poche. Mais il doit s'écarter de la route pendant 1 minute pour aller pisser. Alors qu'il éclaire les arbres avec sa lampe, son ami remarque quelque chose de bizarre. Un silence inhabituel règne autour d'eux, comme s'il n'y avait pas un seul animal à proximité. Il remarque une paire d'yeux brillants qui les fixe dans l'obscurité. Et tout à coup, la créature l'attrape par la jambe et l'entraîne dans les buissons. Son ami tente de s'enfuir, mais il ne va pas bien loin, parce que le kangourou le plaque au sol et commence à le déchiqueter membre par membre. Il semble que ces deux-là n'iront pas au travail demain. Et ça fait 4 morts, et il en reste 9. Ok, bon sang, je suppose que rentrer à la maison à pied n'était pas le plus judicieux. Le pire, c'est qu'à bien des égards, leur mort est en fait la faute de Maddie. Maintenant, il est évident qu'elle ne pouvait pas les laisser rentrer chez eux en voiture dans cet état, mais elle aurait pu au moins leur proposer de les emmener, surtout quand Schmitty a essayé de l'avertir qu'un kangourou tueur était en liberté. Tous les oiseaux et autres animaux sont passés de la frénésie à un silence total tout à coup, ce qui est toujours un excellent indicateur de la présence d'un dangereux prédateur dans les parages. C'était le signal d'alarme numéro 1. Mais si vous voyez une paire de globes oculaires démoniaques vous observer dans l'ombre, il est temps de vous mettre à courir avant que votre pote ne le fasse. Nous savons déjà que les kangourous peuvent atteindre une vitesse de 80 km/h en quelques secondes. Je veux dire, l'homme moyen ne peut atteindre qu'une quinzaine de kilomètres à l'heure. Et tout ça seulement s'il est en bonne forme physique et qu'il n'a pas bu de Foster's au bar toute la nuit. Bravo à Foster du coup. En fait, une fois que Rippy a été à portée de tir, ce type n'avait aucune chance de s'en sortir en courant tout droit sur la route. Vous pourriez essayer de le traiter comme un ours noir en essayant d'avoir l'air le plus gros possible et de rester sur vos positions. Mais ça n'aurait pas marché non plus. Dans la nature, un kangourou mâle verrait ça comme un défi et se verrait obligé d'en venir aux pattes. Quand on ajoute à cela l'agressivité zombifiée de Rippy, on sait qu'il n'y a aucune chance qu'il recule. Cela dit, la seule solution qui me vient à l'esprit est de garder la lampe torche et de s'enfoncer rapidement dans la forêt. Là, il pourra courir entre les arbres et essayer d'interrompre l'approche du kangourou. Rippy ne pourra alors pas atteindre sa vitesse maximale et son corps imposant rendra plus difficile la progression entre les arbres, ce qui veut dire que son agilité ne jouera pas un rôle aussi important. Vous pourrez ensuite chercher sur le sol un rocher ou un bâton lourd que vous pourrez utiliser comme arme. Posez la lampe torche comme appât d'un piège et foncez droit sur sa tête dès que vous en aurez l'occasion. Le lendemain, alors qu'elle est en patrouille, le shérif Maddie reçoit un appel concernant un incident survenu quelque part à la périphérie de la ville. Il s'agit des 2 mineurs qui ne sont pas arrivés au travail ce matin, et leur patron est déjà sur les lieux. Les 2 corps sont mutilés comme ils ne l'ont jamais vu. Et leur seule explication est qu'il s'agit sans doute d'une sorte d'animal sauvage. Le seul problème, c'est que les prédateurs habituels ne correspondent pas à la description, et que tout ce qui aurait pu faire autant de dégâts aurait dû être incroyablement fort. Pour le moment, ils décident de mettre ça sur le compte d'un accident, pensant qu'une voiture a dû les percuter et prendre la fuite. Mais c'est alors que Schmitty arrive avec une idée bien différente. Il est absolument certain que c'est le même kangourou mort-vivant qui a pris son chien, et il est déterminé à l'arrêter avant qu'il n'attrape qui que ce soit d'autre. Mais Maddie lui dit avec condescendance d'aller se faire voir ailleurs, et il s'en va en marmonnant quelque chose à propos d'un zombie. Après avoir terminé son travail sur la scène de crime, Maddie s'arrête au funérarium pour jeter un coup d'œil au corps des mineurs. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qu'elle s'apprête à voir. Même l'employé des pompes funèbres est absolument horrifié par l'état des corps, disant qu'il n'a jamais rien vu de tel et que les blessures sont si graves qu'il ne sait même pas par où commencer. Ce qui les a attaqués, a déchiré, tailladé et même arraché des morceaux entiers de chair du corps des victimes. Mais il n'y a aucune trace d'utilisation d'une quelconque arme.
Pour lui, il semble qu'un homme incroyablement fort les ait mis en pièces à main nue. Mais c'est alors que Maddie reçoit une information inattendue concernant une nouvelle piste. Pendant qu'elle s'occupait de l'enquête, elle a demandé à quelqu'un de la base de vérifier les antécédents de tous les nouveaux employés qui ont récemment commencé à travailler dans les mines voisines. Et il s'avère qu'ils ont trouvé un suspect, Ruben Williams. C'est un homme effrayant qui vient d'une autre ville et qui a une longue liste de crimes dont des agressions et des homicides involontaires. Il semble donc qu'ils aient trouvé leur homme. Mais tout ne sera pas aussi simple qu'elle le pense. Maddie se rend à la mine pour poser quelques questions à l'homme. Mais dès qu'elle essaie d'obtenir son alibi, il commence à exiger de voir un avocat. Le gars refusant de parler, tout ce qu'elle peut faire est de l'amener au poste. Mais pendant ce temps, le vrai tueur gambade toujours en liberté. Retour au bar. Maggie annonce avec assurance à tous les habitants de la ville que le coupable est derrière les barreaux. L'adolescent Troy est emballé par la nouvelle, parce que ça veut dire qu'il va pouvoir aller faire son jogging en toute sécurité au coucher du soleil. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Il y a une photo du père de Maddie sur le mur, et la propriétaire pense qu'il serait fier du bon travail qu'elle a fait. Mais elle est loin de se douter que ce cauchemar ne fait que commencer. À la maison, le shérif tente de calmer ses nerfs avec une tasse de thé, se demandant toujours si elle a fait le bon choix. Pendant ce temps, Troy part faire son jogging, sans se douter qu'il court tout droit vers sa propre perte. La nuit commence à tomber. Il utilise donc une lampe frontale pour éclairer son chemin. Mais alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il croise le chemin du Marsupial Killer. Il entend le monstre avant de le voir, pressentant que quelque chose d'énorme doit être à proximité. Terrifié, il se met à courir plus vite tout en regardant par-dessus son épaule. Mais tout ce qu'il entend, ce sont les cris de la créature et le bruit des bonds géants qui se dirigent vers lui. Et alors qu'il pense avoir réussi à le semer, la bête sort tout à coup des buissons et le met en pièces. Ça fait 5 de moins, et il en reste 8. Ok, tu parles d'un mauvais timing pour une séance de cardio. J'ai raison ou j'ai raison? Maintenant, une fois de plus, Maddie est responsable à elle seule de la mort de ce garçon. Mais il faut aussi blâmer Donna et Dave. Ils ont vu les mêmes preuves qu'elle, mais l'ont laissé s'en tirer avec l'excuse du délai de fuite, alors que c'était manifestement une connerie, au lieu de la pousser à faire ce qu'il fallait pour le bien de la ville. Mais c'est le pauvre Troy qui en a le plus souffert. Je veux dire, la shérif elle-même lui a garanti qu'il pouvait sortir en toute sécurité. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire aveuglément confiance à quelqu'un sous prétexte qu'il porte un uniforme. Bon, pour être honnête, le gars n'était pas exactement le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je veux dire que même s'il pensait que c'était sûr, j'aurais peut-être attendu un jour ou deux de plus avant d'aller faire mon jogging seul à la tombée de la nuit, en sachant que 2 adultes viennent de se faire tuer par des loups-garous à quelques kilomètres de là. Maintenant, après avoir entendu ce qui s'est passé, disons que vous faites votre jogging dans les bois et que vous entendez tout à coup un grognement terrifiant et que soudain tous les oiseaux se taisent. Est-ce que vous continuez à courir dans la même direction en essayant de faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non! C'est à ce moment précis que vous commencerez à sprinter en direction de la maison en espérant y arriver avant d'être dévoré vivant. Il est essentiel de prendre un bon départ parce que, comme nous l'avons déjà dit, vous ne pouvez pas vous enfuir devant le kangourou. Il est trop rapide. Alors si vous étiez à sa place, que feriez-vous? Eh bien, une fois qu'il n'est plus possible de rentrer chez soi en courant, il semble que le seul autre choix soit le même que celui des 2 gars précédents. Courir dans la forêt et essayer de grimper à un arbre ou attraper un gourdin et viser la tête. Maintenant, cela étant dit, la dure réalité, c'est que ce type était foutu à la minute où il a franchi le seuil de sa porte. Mais Maddie doit encore assurer la sécurité du reste de la ville. Et une fois qu'ils auront trouvé le corps, tout va basculer. Ils savent qu'il ne peut pas s'agir de Ruben parce qu'il était enfermé pendant l'attaque. Ce qui laisse comme seule explication possible la présence d'un animal sauvage dangereux. La première chose que Maddie doit faire est d'appeler des renforts et d'avertir tous les services des environs qu'un dangereux kangourou est en liberté. Au niveau local, elle pourrait rassembler tout le monde à l'hôtel et les avertir qu'ils doivent être extrêmement prudents. Ils devraient probablement rester à l'intérieur pour l'instant, se déplacer en groupe et la prévenir immédiatement s'ils voient quoi que ce soit. Il sera alors temps de réunir un groupe de chasseurs et de le traquer. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais nous parlerons de la stratégie à adopter dans quelques instants. Cette nuit-là, Maddie feuillette un album de photos de son père qui la ramène à l'accident survenu quand elle était enfant. Un coup de téléphone des parents de Troy l'attire de ses pensées. Et il s'inquiète parce qu'il n'est jamais rentré de son entraînement. Elle leur dit de patienter et leur promet de se rendre sur place dès qu'elle le pourra. Mais il est déjà bien trop tard. Il fait nuit noire lorsqu'elle arrive à la propriété, où elle trouve les parents sur le bord de la route, à côté du corps sans vie de Troy. Elle a du mal à croire qu'une nouvelle attaque ait eu lieu à une si courte intervalle. Et elle tente de réconforter la vieille dame comme si elle n'y était pour rien.
Mais grand-mère est absolument furieuse et lui reproche d'avoir menti au sujet de leur sécurité. Tout à coup, les habitants de la ville tombent comme des mouches et son seul choix est d'arrêter la créature avant qu'elle ne frappe à nouveau. Se sentant coupable, le shérif demande conseil à son amie Donna. La femme fait de son mieux pour trouver une autre explication, mais les attaques étaient trop similaires pour que Maddie les ignore. Et maintenant, elle est convaincue qu'elle n'a qu'une seule option. Elle doit demander conseil à l'homme le plus cinglé de la ville, l'ex-mari alcoolique de la femme, Schmitty. Il est le seul à croire au kangourou géant, mais Donna pense toujours que c'est l'alcool qui parle, disant qu'il n'est plus le même depuis qu'il a commencé à boire un peu trop goulûment. Elle est prête à organiser une partie de chasse avec quelques habitants pour trouver l'animal qui pourrait être à l'origine de tout ça. Mais Maddie n'arrive toujours pas à expliquer les traces géantes qui apparaissent sur le sol, et elle n'est pas encore prête à traiter Schmitty de fou. Elle se rend chez lui et entre dans sa caravane quand il ne répond pas à la porte. Schmitty était en fait le partenaire de son père à l'époque, et ils gardent toujours une photo d'eux ensemble sur la table. Elle devine que quelqu'un est venu ici récemment, et c'est alors que l'homme se présente, s'excusant de ne pas avoir su qu'elle venait. L'homme n'a toujours pas retrouvé la trace de son chien, et il devine à la tête de la jeune femme que le méchant marsupial killer a dû faire une nouvelle victime. Voyant qu'elle se sent coupable, il lui donne une épaule malodorante pour pleurer, et il lui explique qu'elle est le meilleur shérif qu'ils aient jamais eu. Mais Maddie ne voit pas les choses de cette façon. Frustrée, il lui explique qu'elle ignore encore beaucoup de choses sur le passé de son père. C'est alors qu'il finit par lui avouer qu'ils se sont rencontrés dans la jungle du Vietnam, où ils ont tous deux eu la vision d'une créature maléfique apparue dans le ciel. À l'époque, ils avaient l'impression d'être constamment entourés d'une force maléfique, et pendant les batailles acharnées, ils devaient faire tout ce qui était en leur pouvoir pour survivre. La situation est devenue si grave que leur commandant a demandé une attaque au napalm directement sur leur propre force. Et dans les flammes, ils ont eu la vision terrifiante d'un énorme dragon noir qui dominait le ciel. Ils n'ont pu survivre qu'en se cachant dans leur abri, et il a vécu avec ces horribles cauchemars depuis ce temps-là. Mais terrasser le kangourou zombie pourrait être l'occasion pour lui d'affronter ses démons une fois pour toutes. Elle doit l'aider à le retrouver. Alors elle lui dit de les rejoindre à l'aube, mais il l'avertit que ce qu'elle verra là-bas pourrait la changer à tout jamais. Ok, on dirait que le shérif ici présent est en train de rassembler une troupe pour lutter contre ce kangourou hors la loi. Ils ont du cran, mais ils vont avoir besoin d'un plan si l'un d'entre eux veut survivre. Maintenant, grâce à Schmitty, nous avons une idée assez précise de ce à quoi nous avons affaire. C'est une sorte de kangourou zombifié qui est censé être l'essence même du mal, ou quelque chose comme ça. Écoutez, je me fiche pas mal de savoir quel genre de merde métaphysique est en train de se produire. Ce qui m'importe, c'est de savoir comment on peut le tuer. Commençons donc par travailler à partir d'une base de travail plus pratique. Bon, parce que c'est un mort-vivant, nous savons que Rippy n'aura pas besoin de manger, de boire ou de dormir. Mais il n'y a aucune raison de penser qu'il ne va pas continuer à faire ses activités habituelles par pur instinct. Même s'il s'agit d'un zombie, le traiter comme un kangourou normal pourrait permettre de le retrouver plus facilement. Il devrait commencer par vérifier les sources d'eau à proximité, parce que ce sont toujours des points de passage privilégiés pour les kangourous, surtout à l'aube et au crépuscule. Les kangourous sont sensibles à la chaleur, c'est pourquoi ils sont plus actifs pendant les heures les plus fraîches de la journée. Ils n'ont pas de terrier permanent comme certains autres animaux, mais lorsque la température augmente, ils s'abritent dans les quelques endroits ombragés de leur territoire. C'est donc là qu'il faut chercher des traces, des plantes cassées ou des restes de ces récents massacres pour nous orienter dans la bonne direction. Ils sont déjà armés de fusils puissants, mais ils devront se souvenir de viser la tête. Ils ne doivent pas non plus oublier la défense, parce qu'un seul coup de pied de Rippy est suffisant pour vous envoyer dans la tombe prématurément. Je passerai la nuit à mettre au point une sorte d'armure de combat anti-kangourou, avec une coque extérieure dure pour résister à ses griffes et une couche de coussin à l'intérieur pour réduire la force de ses coups de pied. Dans la nature, les kangourous sont des animaux naturellement curieux, et il y a donc de fortes chances qu'en laissant de la viande crue, on puisse l'attirer dans un piège. Mais j'ai une meilleure idée. Schmitty semble convaincu que le kangourou est attiré par le mal absolu. Et il se trouve que Maddie est le shérif de la ville, ce qui nous donne une occasion intéressante. Si c'était moi, je me rendrais à la prison, je prendrais le type le plus malveillant de la ville et je l'utiliserais pour mettre en place un piège auquel Rippy ne pourrait pas résister. Parce que tout le monde sait que quand on essaie d'attraper un kangourou zombie, il n'y a rien de mieux que des appâts vivants. Au matin, tout le monde se retrouve au centre de la ville. Le patron de la mine, Dave, est déjà là dans son véhicule, ainsi que quelques chasseurs locaux qui sont extrêmement motivés. Et ils sont surpris de voir que Schmitty s'est présenté à son poste. Le shérif tente de donner à Dave une chance de partir, mais celui-ci tient fermement à aller venger ses ouvriers morts. Il décide donc de se séparer en deux groupes et de se retrouver au terrain de camping.
La dernière vengeresse australienne à se présenter est Donna, qui monte à contre-cœur dans le véhicule aux côtés de son ex-mari pour partir à la chasse. Les deux groupes se séparent à un embranchement, l'équipe de Maddie s'enfonçant dans la forêt. La route est longue, et le vieux Schmitty en profite pour faire une petite sieste. Ils finissent par arriver à un endroit où ils décident de sortir et de vérifier à pied. Saisissant leurs armes dans le coffre, l'équipe reste bien groupée et s'enfonce dans les arbres, en suivant le sentier qui mène au terrain de camping tout proche. C'est l'endroit où le kangourou a attaqué pour la première fois, et ils trouvent rapidement la tente maculée de sang juste à côté du sentier. Maddie s'empresse d'aller voir ce qu'il y a dedans, et elle écarte le rabat, mais découvre que les corps n'y sont plus du tout. Les autres suivent une piste qui les éloigne de la scène de crime. Ils entendent le bruit de quelque chose qui les observe depuis la lisière des arbres, mais cette chose s'en va avant qu'ils aient pu la localiser. Il est déjà tard dans la nuit quand un membre du groupe de Dave tire sur quelque chose dans l'obscurité. En se rangeant pour vérifier, ils se rendent compte que ce n'était pas le kangourou, mais quelque chose de tout aussi étrange. Il s'agit d'une vache mutilée dont les entrailles ont été complètement arrachées. Mais le chasseur jure qu'elle se déplaçait juste avant. Stupéfaits, ils se demandent tous ce qui a pu faire ça, quand Dave commence à sentir que quelque chose les observe. Il leur demande de ne pas faire de bruit, d'éteindre leur lumière et se disperse silencieusement pour fouiller la zone, sans se douter qu'ils sont en train de tomber tout droit dans un piège. Les recherches les mènent de plus en plus près de la mine, où Maddie remarque que l'eau est fortement polluée par tous les produits chimiques qui y ont été déversés. Pour Schmitty, cette odeur est semblable à celle des produits utilisés pendant la guerre, et il pense que c'est la source de ce qui a rendu le kangourou maléfique. Le groupe de Dave parcourt les bois en écoutant attentivement pour trouver le moindre signe de la présence de la créature. Ils commencent à entendre des bruits tout autour d'eux, jusqu'à ce que tout à coup, le kangourou surgisse des buissons, agrippe un de leurs fusils et utilise ses puissantes pattes pour ouvrir la poitrine du gars. Les autres courent pour l'aider, mais le temps qu'ils arrivent, Rippy est déjà en train de se régaler du cadavre de l'homme. Ce qui fait 6 morts, et il en reste 7. Ses amis ouvrent le feu, et l'un d'eux réussit même à l'atteindre d'un tir en pleine poitrine. Mais il encaisse le coup et envoie un autre gars voler à des dizaines de mètres dans les airs, lui fracassant la colonne vertébrale quand il atterrit contre un arbre. La dernière fille tente de s'enfuir, mais le kangourou ne cesse de sauter, et Super Mario Guru l'écrabouille directement dans la poussière, la réduisant en miettes avant même que Dave ne puisse réagir. Ça fait 8 morts, et il en reste 5. Le seul choix qui s'offre à lui est de remonter dans sa caisse et de se tirer de là tant qu'il en a encore les moyens. Mais juste au moment où il pense l'avoir semé, le marsupial killer surgit sur le côté, fait sortir son 4x4 de la route et le fait se retourner. Et il se crache directement contre un arbre. Ok, tu parles d'un désastre. Ces gars étaient censés être ceux qui chassaient le kangourou. Mais Rippy a retourné la situation comme on retourne des crevettes sur un barbecue. Ouais, les blagues australiennes. Bref, quoi qu'il en soit, les deux principaux facteurs qui jouaient en leur faveur étaient leur supériorité numérique et leur puissance de feu à longue portée. Mais ils ont abandonné tout ça quand ils ont décidé de se séparer et de s'enfoncer dans cette maudite forêt. Ils n'avaient aucune idée que Rippy les attendait déjà pour leur tendre une embuscade, et il a éliminé le gars qui était seul à l'arrière du groupe sans même que les autres ne se rendent compte de ce qui s'était passé. C'est pourquoi il faut toujours rester au minimum en groupe de 2. De cette façon, vous aurez toujours un bouclier de viande à portée de main. Quand ils ont surpris le kangourou en train de dévorer leur partenaire mort, c'était l'occasion rêvée de le tuer avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais ils ont oublié le détail le plus important. Ce n'est pas n'importe quel kangourou, c'est un kangourou zombie mort-vivant. On ne peut donc pas l'abattre avec des tirs portés au corps. Comme nous l'avons vu il y a quelques minutes avec la vache zombie, un tir à la tête est le seul moyen fiable de l'abattre pour de bon. La prochaine fois, au lieu de paniquer, ils devront profiter de l'occasion pour aligner soigneusement leur tir et s'assurer de ne pas le rater. Il semble qu'il y ait un lien entre le virus zombie de Rippy et l'eau contaminée de la rivière. Pour l'instant, nous n'avons affaire qu'à un kangourou zombie. Mais nous venons de voir que le virus peut aussi infecter d'autres espèces. Ils doivent donc placer la rivière en quarantaine et mettre sur pied une équipe d'intervention en cas de catastrophe pour filtrer les polluants le plus rapidement possible afin d'éviter toute propagation à d'autres espèces, y compris aux autres humains de la ville. Ils devraient également prélever des échantillons d'eau pour déterminer quels contaminants sont à l'origine du virus et utiliser ces connaissances pour mettre au point un antidote ou un vaccin. Ça va prendre du temps. Mais on peut quand même imaginer quelques options sur place. Le panneau près de la rivière mentionne des algues dangereuses, mais l'eau de javel neutralise la plupart des organismes. S'ils peuvent vaporiser, injecter ou faire consommer de l'eau de javel à Rippy, ça pourrait affaiblir sa durabilité surnaturelle, ce qui le rendrait plus vulnérable aux attaques normales et pas seulement aux tirs en pleine tête.
Il y a encore une chose qu'ils oublient, ces cadavres à la morgue. Je les surveillerai de près pour m'assurer qu'ils ne reviennent pas tout à coup à la vie. Et si c'est le cas, alors ils devraient faire des tests pour en savoir plus sur la cause de ce phénomène. Ayant entendu le vacarme, le groupe de Maddie remonte dans leur véhicule et se dirige à toute allure vers le site du drame. Ils finissent par trouver Dave effondré sur le bord de la route, toujours vivant, mais horriblement blessé par l'accident. Maddie tente de lui sauver la vie, mais elle ne peut rien faire, et l'homme se vide lentement de son sang dans ses bras, ce qui fait 9 morts, et il en reste 4. Il s'agit d'une nouvelle mort évitable que Maddie ne cesse de se reprocher. Mais les autres tentent de la rassurer en lui disant que ce n'est pas de sa faute. Assise seule dans le véhicule, elle commence à avoir des flashbacks du jour où son père est mort. Mais sa mort n'a pas été aussi héroïque que ce dont elle se souvient. À ce moment-là, Schmitty décide que c'est peut-être le moment idéal pour lui dire la vérité. À savoir que son père était en fait un alcoolique invétéré qui est mort dans un accident en état d'ébriété. Il s'est cogné la tête sur un rocher et s'est noyé. Mais la ville a décidé de raconter qu'il était mort en essayant de la sauver, au motif qu'il serait plus facile pour elle de se souvenir de lui comme d'un héros. Après avoir découvert que sa vie entière a été construite sur tout un tas de mensonges, elle a à peine 1 seconde et demie pour assimiler l'information. Parce que le kangourou zombie enfonce sa tête directement dans la vitre passager. Ils sont coincés là-dedans comme des enfants de Jurassic Park, avec le méchant kangourou qui essaie de se frayer un chemin à l'intérieur. Le shérif saisit son pistolet, mais Schmitty lui dit de ne pas bouger, et il prend plutôt les clés pour faire démarrer le véhicule. Tout à coup, la créature traverse la vitre arrière, mais Schmitty parvient à la retenir avec son fusil jusqu'à ce que le shérif l'atteigne de quelques coups de feu. Une fois le monstre sonné, elle enclenche la vitesse et s'éloigne à toute allure. Mais après avoir regardé dans le rétroviseur et s'être aperçue qu'il était toujours en vie, elle décide qu'elle se doit de terminer le combat. Elle tire le frein à main, fait un virage à 180 degrés et fonce sur le kangourou qui se tient en plein milieu de ses phares. Mais celui-ci saute juste avant l'impact, ce qui les fait sortir de la route et s'écraser dans les arbres. Ils s'arrêtent en catastrophe et se rendent compte que le véhicule est détruit et qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le kangourou se trouve quelque part dans les parages. Tandis que Schmitty va vérifier la zone, Maddie reproche à son ex-femme d'avoir menti au sujet de son père, mais elle lui pardonne rapidement, parce qu'ils ont des problèmes bien plus importants à régler. Ils ne savent toujours pas comment un kangourou zombie peut même exister, mais ils doivent avertir tous les habitants de la ville avant qu'il ne frappe à nouveau. Leur seul choix est de faire le voyage à pied, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble qu'ils aient réussi à se débarrasser du kangourou pour le moment. Ok. Vous voyez, ces idiots agissent comme s'ils ne voulaient pas que cette shérif soit compétente dans son travail. Je suis désolée, mais la moitié de la ville vient d'être tuée par un kangourou zombie et ils lui donnent tous une tape dans le dos pour avoir fait de son mieux. Eh bien, ils ne te le reprocheront peut-être pas, mais moi je le ferai. Et devine quoi, Maddie? On dirait que tu as merdé. Le pire, c'est que Schmitty a essayé de te prévenir dès le début. Je veux dire, je comprends que l'ivrogne de la ville ne soit pas toujours la source la plus fiable, et ce qui est arrivé aux mineurs n'était pas entièrement de ta faute. À ce moment-là, l'histoire était encore trop dingue pour que tu y crois. Mais quand tu as vu les preuves de tes propres yeux, il était peut-être temps de commencer à prendre les choses un tout petit peu plus au sérieux. Mais au lieu de ça, tu as décidé d'utiliser Ruben comme bouc émissaire tout désigné, juste pour pouvoir boucler l'affaire avant la fin de ton service. Et tu as mis toute la ville en danger parce que tu t'es laissé guider par ta paresse. Beau travail, shérif. Mais ça n'a fait qu'empirer ensuite. À présent, nous sommes tous d'accord pour dire qu'un kangourou zombie rôde dans la ville. Et tu ne dis même pas au chasseur qu'il s'agit d'un zombie? Oui, certes, il t'aurait peut-être prise pour une folle, mais ça aurait été bien qu'il le sache quand ils lui ont tiré une balle dans le ventre et que la bestiole a continué à avancer. Il n'y a pas de mal à se préparer mentalement. Et une seule balle dans la tête aurait mis fin à tout ce désastre. Mais voilà où nous en sommes. Et maintenant, en plus, cerise sur le gâteau, tu n'as prévenu personne en ville de l'arrivée de cette chose. Espérons que le zombie n'arrivera pas avant toi. Sinon, tu vas te retrouver au milieu d'un immense bain de sang. Et ce sera entièrement de ta faute. Donc en tous les cas, shérif Maddie, tu as sérieusement merdé. Après une longue marche, ils finissent par arriver chez Schmitty où ils peuvent enfin reprendre leur souffle. Donna veut utiliser son van pour retourner en ville, mais il a eu des problèmes avec la batterie dernièrement et a dû la mettre sur un chargeur. Ils vont devoir démarrer le générateur avant de pouvoir utiliser la radio pour prévenir leurs amis en ville. Maddie se porte donc volontaire pour s'en occuper pendant que les autres attendent à l'intérieur. Tandis qu'elle se déplace furtivement à travers la propriété, les ex ont l'occasion de se parler pour la première fois depuis un certain temps.
En regardant une photo, l'homme admet qu'il pense encore à leur ancienne vie tous les jours et qu'il veut juste une chance d'arranger les choses. Leur relation s'est détériorée parce qu'il n'a pas réussi à oublier ses souvenirs de la guerre et qu'il a commencé à boire pour surmonter le traumatisme. Pour Donna, perdre son frère et son mari en si peu de temps a été trop dur à supporter et c'est la raison pour laquelle ils ont fini par se séparer. Mais maintenant qu'ils ont combattu ensemble un kangourou zombie, elle est prête à donner une nouvelle chance à leur histoire. Maddie reste au ras du sol et éteint sa lampe de poche quand elle entend quelque chose dans l'obscurité. Elle attend que la chose soit passée avant de se diriger vers le générateur. Quand elle y arrive enfin, elle entend un chien en train d'aboyer à une courte distance. Et c'est alors que Ralphie arrive en courant pour lui faire un câlin, prouvant ainsi qu'il n'a pas été dévoré par le kangourou. Elle réussit à faire démarrer le générateur sans problème. Et quand les deux aînés essaient d'utiliser les radios pour prévenir les gens du bar, tout le monde y est beaucoup trop occupé à faire la fête pour s'apercevoir de l'appel. Schmitty retrouve enfin son fidèle toutou. Mais le kangourou est toujours là, à guetter dans l'ombre. Et ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne frappe à nouveau. Pendant que Maddie va chercher la batterie du van, Donna parvient à prévenir la police à temps qu'un kangourou tueur est en liberté. Schmitty sort pour commencer à charger la fourgonnette, mais le shérif peut déjà entendre la créature arriver et elle leur ordonne de rentrer rapidement à l'intérieur. Tout à coup, le monstre sort de l'ombre et s'en prend à Maddie. Mais elle saute dans le van juste à temps, l'assommant d'une balle dans l'épaule alors qu'il s'éloigne à toute vitesse. Le groupe s'arrête au bar avec l'air de sortir d'une violente bataille et Maddie demande à tout le monde de l'écouter. Elle explique qu'un kangourou géant et maléfique vient de tuer 9 de leurs amis et que maintenant, il se dirige dans leur direction. Pendant que le shérif les informe de la situation, Schmitty sort à l'extérieur et aperçoit le kangourou qui descend la rue. Il revient en courant pour les avertir que la bête est venue prendre leurs âmes. Ils n'ont d'autre choix que de verrouiller les portes et de se barricader à l'intérieur, sachant pertinemment que ce combat sera pour eux une question de vie ou de mort. Ok, on dirait que c'est l'heure de l'affrontement final. Cela dit, Rippy est peut-être intimidant, mais s'ils exploitent leurs points forts, il n'y a pas de raison qu'ils ne survivent pas. Donna a pu appeler les autorités locales, ça veut dire que ce n'est qu'une question de temps avant que les renforts n'arrivent. Pour une raison que j'ignore, ces idiots ont laissé le fusil dans le van, mais il semble qu'ils aient encore le temps de s'en emparer avant que le kangourou ne se rapproche. Sinon, ils devront faire avec ce qu'ils ont. La première chose à faire maintenant est de commencer à utiliser des tables, des chaises et des meubles pour barricader les portes et les fenêtres. Il faudra toujours pouvoir regarder à l'extérieur pour voir ce qu'il fait, mais nous devons bloquer suffisamment de choses pour qu'il soit difficile pour Rippy d'entrer. Ensuite, nous pourrons passer à la meilleure partie et commencer à distribuer des armes à tous les membres du groupe. Maddie a toujours son Glock, et ce sera leur meilleure défense, mais elle doit faire attention à ne pas gaspiller ses munitions. Il devrait donner aux 2 combattants les plus forts du groupe les haches de guerre accrochées au mur. Si des personnes qui travaillent dans les mines sont là, ce sont probablement les meilleurs pour cette tâche, parce qu'ils sont déjà habitués à manier de lourdes pièces de métal. S'ils prennent les queues de billard et utilisent du ruban adhésif ou des liens quelconques pour y attacher des couteaux tranchants ou des morceaux de verre, ils pourront donner à tout le monde une lance plutôt efficace. Les boules elles-mêmes pourraient être lancées ou tirées à l'aide d'un lance-pierre, ce qui permettrait de l'étourdir et de lui porter un coup mortel. Puisque nous sommes au bar, ils auront également accès à de l'alcool et à des produits de nettoyage inflammables, ce qui ouvre un tout nouveau monde d'opportunités. En utilisant des bâtons et des chiffons, ils pourraient fabriquer des torches qui seraient des armes anti-Rippy extrêmement efficaces. Et bien sûr, ils pourraient aussi fabriquer de bons vieux cocktails Molotov pour une attaque à longue distance. Le feu pourrait même être utilisé à des fins défensives, en installant des pièges à feu à certains endroits qui pourraient le retenir si vous deviez vous échapper. Avec leur supériorité numérique, il devrait être assez facile d'éliminer Rippy ou de le retenir jusqu'à l'arrivée des secours. Tout le monde commence à rassembler les meubles et à les empiler contre les portes, en utilisant les tables, les tabourets et même le jukebox pour empêcher le kangourou de pénétrer à l'intérieur. La dernière porte étant fermée à l'aide de chaînes, tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, c'est attendre de voir ce qui va se passer. Maddie jette un coup d'œil par la fenêtre, mais c'est alors qu'une voiture de police arrive à toute allure dans le voisinage. C'est censé être leur renfort, mais il n'y a qu'un seul policier, et il n'a aucune idée du danger réel de la situation. Les autres tentent de l'avertir en tapant sur les vitres quand il sort de son véhicule. Mais à peine a-t-il le temps de se retourner qu'il se retrouve nez à nez avec le Serial Kangaroo. Le monstre lui enfonce ses griffes dans le dos et lui ouvre le ventre en même temps qu'il enfonce ses dents dans son cou. Ses tripes se répandent sur le sol et il se tourne pour passer à sa prochaine victime avant même que celle-ci n'ait touché le sol. Ce qui fait 10 morts et il reste une ville entière à abattre.
Les survivants à l'intérieur ont du mal à croire à l'horreur absolue à laquelle ils viennent d'assister. Mais Schmitty rappelle à la jeune femme qu'ils doivent continuer à protéger les autres. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils peuvent faire ensuite, mais ils doivent trouver un moyen de sortir de là avant que le kangourou n'enfonce les portes. À ce moment-là, la créature commence à frapper violemment la barricade, et Schmitty les emmène tous dans une pièce sécurisée au sous-sol, ne conservant que Maddie, Donna et lui-même pour se battre. La créature est sur le point de percer leur défense, mais Maddie prend encore le temps de méditer sur le fait que son père n'était en fait qu'un imposteur. Si elle est devenue shérif, c'était pour suivre ses traces, mais il n'a jamais été un homme bien pour commencer. Et maintenant, elle se retrouve enfermée dans un combat à mort, alors qu'elle aurait pu faire n'importe quoi d'autre de sa carrière. Donna tente de la réconforter, mais il semble que cette séance de thérapie doive être reportée. Elle charge son Glock et demande à la femme plus âgée de se mettre à l'abri derrière le bar, parce que les balles vont commencer à fuser. Se précipitant sur la barricade, elle et Schmitty font de leur mieux pour la maintenir fermée. Mais le marsupial killer charge et les envoie voler à l'autre bout de la pièce. Ils rejoignent rapidement Donna derrière le bar, et il semble que le kangourou ne les ait pas encore découverts. Ils restent aussi silencieux que possible et écoutent l'animal renifler juste au-dessus d'eux à la recherche d'une quelconque trace de leur odeur. Au moment où ils semblent sur le point de les trouver, Schmitty prend une batte et la lance de l'autre côté de la pièce, réussissant presque à la tirer au loin. Mais il entend son chien aboyer de l'étage inférieur. N'ayant pas d'autre choix, Maddie sort de derrière le bar et commence à tirer, vidant son arme sur le kangourou zombie qui se retourne immédiatement pour lui faire face. Les balles ne semblent pas avoir d'effet, alors elle vise soigneusement la tête du zombie, mais elle l'effleure seulement, ce qui fait sortir son globe oculaire de son orbite. Donna bondit et utilise la cloche pour faire diversion, tandis que Schmitty balance une hache de guerre géante qui était accrochée au mur. Le kangourou saute vers elle, mais Maddie le surprend en plein vol et lui assène un coup de hache en plein dans le dôme. Puis elle le frappe à nouveau avant de retourner la hache et de lui planter un pieu directement dans le cerveau, le tuant ainsi une bonne fois pour toutes. Ça fait un kangourou zombie de moins, et il ne pourra plus tuer personne. Les habitants de la ville sortent du sous-sol, reconnaissant envers leur courageuse shérif de leur avoir sauvé la vie. Il semble qu'il soit enfin sauvé, et que Maddie ait pu rendre son père fier d'elle après tout. Mais au funérarium, le médecin légiste se fait attaquer quand les deux cadavres reviennent tout à coup à la vie, prouvant ainsi que la véritable apocalypse australienne est sur le point de commencer. Rippy, un nouveau jour, un nouveau film d'animaux zombies. Mais celui-ci était un peu spécial pour moi. J'ai aimé le côté typiquement australien et vous savez, j'aime bien les kangourous alors vous voyez, c'était vraiment génial pour moi. Enfin bref, si vous pensez que vous auriez fait quelque chose de différent, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!